Je reste tout le temps constamment fatiguée avec la maladie. Mais c'est quelque chose que, au début, je trouvais ça difficile, mais maintenant, ça fait partie de ma vie, puis je le prends, puis j'apprends à vivre avec cet aspect-là. Les plus grands défis qu'une personne avec un diagnostic de sclérose en plaques va être confrontée au quotidien, je pense que c'est plus au niveau des changements qui doivent être apportés au niveau du mode de vie. Donc, ça peut être un petit peu plus impactant, le fait de recevoir un traitement, d'avoir des suivis sanguins. On rajoute des rendez-vous médicaux au travers de tout ça. Les symptômes aussi, qui peuvent être limitants. Parfois, on aurait envie de courir, mais finalement, la course, c'est plus quelque chose qui est accessible à cause des symptômes qu'on peut avoir, par exemple, de douleur ou quoi que ce soit. Donc, à ce moment-là, on doit faire des choix qui sont différents. Fait qu'il faut revoir un petit peu le fonctionnement, le mode de vie. Il peut y avoir des changements au niveau de la dynamique familiale avec l'annonce d'un nouveau diagnostic. C'est sûr que parfois, tout dépendant du type des symptômes que la personne peut ressentir, des fois, il y a des choses qu'on était capable de faire avant qu'on n'est plus capable de faire maintenant. Donc, il peut y avoir un impact au quotidien. Parfois, on va demander à la famille de s'impliquer un petit peu plus pour une certaine période. Donc, des fois, ça va être des tâches qu'on va déléguer autant au conjoint, à la famille, aux enfants ou à l'entourage, en fait. Adapter. C'est un gros mot, dans le fond, là. Tu peux plus ou moins t'adapter. C'est plus de suivre le courant, puis de voir ce qui, dans le fond, ce que ça nous amène. Oui, ma blonde, elle a l'ASP, mais je veux dire, la vie continue. On fait, oui, il peut y avoir des obstacles, mais on l'analyse, puis on fait avec, puis on s'arrange pour que ça fonctionne. Ce que l'ASP nous a amené un peu à faire, c'est de confronter notre système de valeurs. C'est de voir c'est quoi vraiment les priorités dans notre vie pour être capable de mettre notre énergie là où ça va faire la différence. Fait que quand on vieillit au fil des années, pas qu'on tire un peu partout, mais on a plusieurs choses à faire, puis on ne se pose pas la question profonde de qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce que je peux pas passer à côté. Et nous, ben il a fallu qu'on priorise. C'est sûr qu'on avait, tu as la vie familiale, tu as les amis, tu as la vie professionnelle, tu as la famille, mais il a fallu qu'on se dise où qu'on va mettre notre énergie. Et on a vraiment choisi ensemble, on a défini nos valeurs, puis c'était la famille. Parfois, j'oublie. Et c'est bien, il faut se lancer, je pense. Il faut se lancer dans ce qu'on pense qui est possible aujourd'hui, puis on verra ce qui arrivera. Il y a tellement d'incertitudes dans la maladie qu'on ne peut pas se baser sur quoi que ce soit pour dire comment ça va aller dans quelques mois. S'adapter à une maladie, en fait, ça ne veut pas dire trouver ça facile ou trouver ça plaisant. C'est certain que ça va rester difficile. Il va y avoir des journées de rage, des journées de révolte, mais s'adapter, ça veut dire élargir son point de vue pour être capable d'aller chercher tout ce qui va m'aider à composer avec cette adversité-là. Les ressources qui sont disponibles pour les personnes atteintes de SP, en fait, l'entourage va faire vraiment une grosse différence au niveau de l'adaptation. Donc, la famille, les amis, au quotidien, peuvent vraiment aider dans l'adaptation, le mode de vie. Il y a ensuite l'équipe soignante, donc ça implique le médecin, l'infirmière, ça peut être le médecin de famille aussi, pas juste le neurologue, ergothérapeute, donc psychologue, il y a beaucoup de ressources autour. Puis ensuite, bien, vient aussi les beaux programmes comme la Société canadienne de sclérose en plaques qui vont offrir des groupes de soutien pour accompagner les patients. Puis je pense que ça peut faire une belle différence. Il y a différentes évolutions de la maladie, puis chaque individu est différent. Il y a des gens qui vivent avec la maladie pour de nombreuses années et ils demeurent fonctionnels. Quand on a la sclérose en plaques, souvent la gestion de l'énergie devient un enjeu par lui-même. Donc, l'ergothérapeute va souvent donner des conseils, tous les principes de conservation d'énergie qu'on peut enseigner très tôt dans la maladie, justement pour être capable d'accomplir son quotidien sans être épuisé. L'ergothérapeute, souvent dans le milieu professionnel, là, si on va évaluer le milieu de travail, c'est surtout l'ergothérapeute qui va travailler en privé. Si la personne est encore vraiment sur le marché du travail, puis elle veut vraiment qu'on aille voir son poste de travail pour lui donner des trucs ou des conseils. L'employeur veut avoir des conseils pour justement
aménager le poste de travail simplement, sans avoir trop de gros travaux, tout ça, on pourrait donner nos conseils à ce moment-là pour la posture et des horaires de travail, là, bien sûr, à respecter, ou des conseils pour maximiser l'autonomie de la personne puis son rendement à ce moment-là, si elle ne veut pas quitter ce travail-là, entre autres. Il y a eu plusieurs aménagements de fait. Je ne pense pas que j'aurais pu continuer sans ces aménagements. Quand je suis revenu après mon congé de maladie, je suis graduellement retourné jusqu'à 4 jours par semaine, en prenant des fins de semaine de 3 jours qui sont incontournables pour moi. Ça me permet de me fatiguer, de me reposer. Mais le rôle de l'ergothérapeute, dans le fond, au soutien à domicile, hein, c'est d'aller voir le milieu, c'est d'aller évaluer la personne dans son milieu, les capacités physiques, les capacités mentales, cognitives, là, qui fait que comment elle fonctionne dans son milieu. Puis, dans le fond, c'est de voir si elle est capable, qu'est-ce qui est difficile. Fait que souvent, on va évaluer vraiment ses capacités fonctionnelles à la suite de les dimensions qui sont affectées. Est-ce que c'est la dimension plus physique? Est-ce que c'est la dimension plus cognitive? Quand on parle de cognitif, c'est plus de l'attention, la concentration, plus difficile d'accomplir ses tâches parce que, bon, commence à avoir des petits troubles de mémoire dans certaines tâches. Planifier, comme exemple, planifier les courses, planifier son épicerie. Souvent, l'ergothérapeute va arriver, puis on dit aux gens, il n'y a pas de moment à consulter, hein, parce que des fois, même tôt, on peut prévenir, on peut faire des recommandations, justement, pour éviter qu'il y ait des troubles plus significatifs plus tard. Bien sûr, c'est une maladie évolutive, mais il y a chaque personne a l'évolution différente. Je pense qu'on a une grande qualité comme ergothérapeute de voir le client sur le moment présent, de, oui, penser à l'évolution de la maladie, mais on voit avec le rythme comment la personne est, où elle est prête au moment où on la rencontre, parce que c'est difficile hein, d'avoir un diagnostic comme ça. Les options, quelqu'un qui ne voudrait pas déménager puis commence à avoir des difficultés là, à atteindre certaines pièces dans la maison, bien, il y a des programmes gouvernementaux. Il y a des budgets, il faut être éligible aussi à certaines adaptations, que ce soit une rampe d'accès parce qu'il y a des escaliers, que ce soit de créer une douche sans seuil plutôt que d'avoir la baignoire, exemple, d'élargir les portes. Il y a plein de solutions comme ça qui existent, mais ça, c'est à discuter avec l'ergothérapeute quand elle vient évaluer votre domicile. Puis de voir le budget, puis si la personne est locataire, bien sûr, d'avoir la permission là, du propriétaire. Ce qu'on peut faire pour modifier l'espace de vie, là, pour adapter le quotidien, ça peut être, bon, il y a plusieurs aides techniques qui existent. Ça peut être aussi de changer un peu l'environnement. Là, des fois, on va conseiller là, de déplacer des choses, enlever exemple, les tapis pour éviter les risques de chute. Être dans un endroit qui est bien aéré, qui n'est pas trop chaud. Quand on est déménagé et qu'on a fait adapter la maison, ça a été une sécurité pour lui. Ouais. Parce qu'il savait que là, tout était parfait pour moi. J'avais pu à m'épuiser. Là, je pouvais fonctionner en fauteuil roulant dans la maison. Ce que je ne pouvais pas faire avant, j'étais forcée de marcher. Je m'épuisais. Ça augmentait les risques de chute. La douche n'était pas adaptée. J'étais toute seule avec les enfants souvent parce qu'il travaille de soir ou il est parti en voyage d'affaires. Alors là, en ayant la maison adaptée, pour lui, ça a été une paix d'esprit, je pense. Ça m'a pris du temps de l'accepter, mais quand j'ai réalisé que circuler en fauteuil roulant, ça me permettait de retourner magasiner, de retourner à l'épicerie, de faire plein de trucs avec les enfants que je faisais plus parce que j'osais pas sortir en fauteuil roulant. Sauver de l'énergie. Puis là, je sauve de l'énergie, je pète le feu. C'est vraiment le fun. On fait beaucoup plus de choses. Depuis qu'on a la maison, depuis que j'ai la voiture adaptée, depuis que je suis vraiment plus souvent en fauteuil roulant, parce que, ce sont, oui, des deuils, mais en même temps, ça nous amène ailleurs, puis ça nous permet de faire plus d'activités.